Mais Hervé Marseille lui-même, en 10 ans, n'y est pas arrivé. Non, c'est très compliqué, parce qu'on a habitué les gens, je vais dire collectivement, à croire qu'on pouvait tout faire et tout promettre. Alors je vois dans les programmes, encore aujourd'hui, pour les prochaines élections présidentielles, retour à la retraite à 60 ans. Mhm. Il y a un sujet. Pourquoi pas? Simplement, la démographie dans notre pays est telle qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent pour financer les retraites de ceux qui partent à la retraite. Voilà. Et donc, Mais ceux que vous aujourd'hui... visez là, comme la France Insoumise, disent mais on finance autrement, Oui, justement. bien sûr. Bien sûr, on écrit au Père Noël, on achète des baguettes magiques, voilà. Mais en fait, la réalité, c'est celle-là. Il y a eu une réforme qui a été votée à grand-peine. Vous vous souvenez des manifestations, enfin des cris, du tumulte. Bon, mais enfin, c'était voté. Et puis, on a, l'année dernière, on est revenu sur cette réforme. Elle est Parce suspendue. que, Ouais. voilà, ouais, enfin, suspendue, tu parles. Et, en fait, on l'a abandonné. Coût de l'opération, cette année, 300 millions, l'année prochaine, 2 milliards. Et si on ne fait rien, c'est 13 milliards d'ici 2035. Bon, donc, il est impératif de réformer. Après, on peut raconter tout ce qu'on veut. Moi, je vous dis que qui gagnera l'élection présidentielle, je ne sais pas qui ça sera, devra faire une réforme. Et ceux qui promettent 60 ans, c'est bidon. C'est bidon. Le Conseil d'orientation des retraites a publié une note, Oui. d'ailleurs, il y a quelques jours. Est-ce que ça passe forcément par un relèvement de l'âge de départ ? Après, on peut imaginer toutes sortes de propositions. Il y a la réforme avec à points. Vous cumulez des points au long de votre activité, vous prenez votre retraite quand vous pensez devoir la prendre, avec des taux qui sont plus ou moins complets, etc. On peut imaginer toutes sortes de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un système par répartition. C'est-à-dire que c'est ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui sont à la retraite. Comme il n'y a plus assez de gens qui travaillent par rapport à ceux qui sont à la retraite, et que c'est comme ça dans toute l'Europe d'ailleurs, c'est pas seulement la France, eh bien il faut trouver un système. Sinon, il n'y a pas 36 solutions. C'est où vous payez plus de cotisations, ou vous avez moins de retraite. Oui, mais Hervé Marseille, vous dites qu'il faut trouver un système. Et ça veut dire qu'il faut peut-être changer aussi notre modèle et aller sur une réforme systémique, quitte à introduire, par exemple, une part de capitalisation. C'est ce que vous y seriez favorable ? Oui, c'est déjà le mode de retraite des fonctionnaires, par exemple, est par capitalisation. Préfonds. Peu de gens peut-être s'en souviennent, mais c'est comme ça. C'est fonctionnaire, c'est par capitalisation. Donc on pourrait imaginer arriver à quelque chose par capitalisation. Simplement, ça se prépare et puis il faut le décider, il faut le voter. Donc tout dépendra des prochaines élections législatives. Hervé Marseille, puisque là on parlait d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous retenez de ces 10 ans de macronisme finalement? Puisque cette réforme qui était une des réformes phares et ces réformes de retraite n'ont pas abouti, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que vous retenez, vous? Écoutez, il y a eu beaucoup de soubresauts, on se souvient des Gilets jaunes. On se souvient effectivement des crises liées à la réforme des retraites. C'est la recherche du dépassement, d'essayer de faire en sorte de rapprocher ceux qui pouvaient être dans l'opposition et la majorité. Et on voit bien que c'est extrêmement difficile, que c'est extrêmement compliqué. Et c'est surtout la dissolution de 2024 qui a créé cette situation et qui nous met dans l'embarras, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien voter. Il n'y a pas de majorité, on est obligé de faire des compromis, c'est-à-dire on est soumis à la volonté du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, ça coûte très cher, et on ne peut plus rien faire. Mais pour vous, et on sait que vous avez pris vos distances plutôt sur la fin de ce quinquennat, mais est-ce que ce macronisme aura été qu'une parenthèse, ou est-ce qu'il faut le faire perdurer et qu'il y ait un dauphin ? Écoutez, je crois pas. Je crois qu'à chaque élection présidentielle, il y a une situation nouvelle. Les Français ont élu M. Macron en 2017. Ils l'ont élu. Bon, ils l'ont réélu en 2022. Il ne s'est pas imposé, il a été réélu. Bon, et aujourd'hui, il ne peut plus se représenter, donc il va y avoir des élections l'an prochain. On voit bien que c'est comme dirait Jacquard dans les visiteurs, c'est le Binz. Il y a toutes sortes de candidats, il y en a quelques-uns qui se détachent, mais on voit bien qu'il n'y a rien de clair. Partout d'ailleurs. Il y a 2 éléments de clarté, c'est les 2 extrêmes.
C'est-à-dire il y a le Rassemblement national d'un côté et M. Mélenchon de l'autre. Le risque, c'est que vous installiez un match qui soit Mélenchon RN, je dis RN parce que je ne sais pas qui ça sera, on verra ça le 7 juillet. Et puis, le risque, c'est qu'à force de discuter, d'avoir des candidatures multiples, on ne soit pas, je parle du bloc central, en mesure de dégager une candidature. Et là, on le voit, effectivement, vous avez raison, beaucoup, la multiplication de ces candidats. Alors, comment on fait pour les départager ? Et pour que ce ne soit pas le jeu des extrêmes, comme vous le dites ? À l'heure où nous parlons, je n'ai pas et je ne vois pas et je n'entends pas de proposition. La seule chose dont on parle, c'est éventuellement les primaires. Et vous y seriez favorable ? Non, mais c'est un leurre. On n'a pas le temps. Je veux dire, on ne va pas s'amuser à discuter du règlement de primaire avec des gens qui vont vous dire faut mettre un tel dedans, les autres qui vont dire surtout pas, et toi tu participes, non, je veux pas. Bon, on n'a plus le temps. Donc, comment on fait alors pour Il faut que les gens soient raisonnables, ils ont le droit de se présenter, c'est le cas de beaucoup de candidats, ils ont le droit, on n'est qu'à un an quand même, on n'est pas non plus à 5 minutes, c'est dans un an. Donc, qu'il y ait des candidatures, c'est la démocratie, il y en a peut-être un peu trop, voilà, c'est comme ça. Et à un moment donné, il faut que chacun soit raisonnable et responsable. C'est-à-dire que ceux qui sont, j'allais dire, en pole position, ils ne sont pas plus de 3. Donc c'est les sondages qui vont déterminer ? Non, c'est la responsabilité de chacun qui dit, je vois bien que je suis pas le mieux placé par rapport à d'autres, et qui discutent ensemble. Mais vous y croyez vraiment, Hervé Massey ? Vous pensez qu'ils auront cette responsabilité-là ? Oui. Ce sens-là ? Vous savez, en 2017, il y a eu une primaire. Il a fallu préparer les choses un an avant. Il y avait 10 000 points de vote. C'était compliqué, ça s'est longuement préparé. Et puis, on a vu que quelqu'un a été sélectionné, mais que les autres ont tout fait pour qu'il perde. Voilà, donc la primaire, c'est pas non plus la panacée, quoi. Oui. Alors, vous avez dit il y a quelques semaines, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra que les sociodémocrates et les modérés de la droite républicaine se retrouvent, car ce sera la seule façon de s'opposer aux extrêmes. Vous êtes toujours d'accord avec vous-même ? Oui. Ça, vous n'avez pas changé. Les sociodémocrates, qu'est-ce que vous entendez par sociodémocrate ? Vous savez, vous ciblez qui ? C'est assez simple. D'un côté, vous avez un pôle de droite radicale, on va dire le Rassemblement national, Reconquête, on peut y mettre M. Dupont-Aignan dedans. Puis de l'autre côté, vous avez M. Mélenchon et ce qu'on pourrait appeler ses proxys. En grande partie, les Verts et le Parti communiste. Bon, et puis entre les deux, vous avez un bloc qui va de LR jusqu'aux sociodémocrates, c'est-à-dire ceux du PS qui ne veulent pas s'associer à M. Mélenchon. Bon, il va bien falloir mettre tout le monde ensemble pour faire face aux uns et aux autres. Vous savez, c'est pas nouveau cette affaire. Ça me rappelle l'UDF, c'est mes débuts en politique. Giscard, il avait fait ça, il avait dit, d'un côté, il y a le RPR, de l'autre côté, il y a l'Union de la gauche avec Mitterrand, et entre les deux, il y avait un tas de gens qui gigotaient. Les CDS, les plus anciens de vos auditeurs se souviendront, des républicains indépendants, des radicaux, etc. Il a mis tout le monde dans la même maison, ça s'est appelé l'UDF. Bon, là, il faut refaire une espèce de... Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas cette même maison. Non, c'est ça qui manque, c'est l'articulation entre les uns et les autres. Et il faut que tout le monde s'associe, parce que vous avez les présidentielles, mais tout aussi important que les législatives. Parce que, encore bien, y aurait-il un président, j'espère qu'il y en aura un qui se rapproche de nos idées, mais si vous n'avez pas de majorité, comment on fait ? On va continuer à dégringoler, à ne pas pouvoir voter quoi que ce soit. Donc c'est tout aussi important d'avoir une majorité à l'Assemblée, et il faudra s'associer pour faire bloc, sinon on sera battu par les uns ou par les autres. On dit souvent que les Français, à l'issue des présidentielles, donnent une majorité justement au président. Vous n'y croyez plus ? Vous pensez que les temps ont changé ? Oui, parce que maintenant vous avez la tripartition, c'est-à-dire que vous avez un bloc de droite fort avec le RN, qui est puissant, qui n'a jamais cessé d'augmenter. C'est une donnée factuelle, on peut dire c'est bien ou c'est mal, mais c'est comme ça. Et de l'autre côté, vous avez M. Mélenchon, qui est assez machiavélique, qui parle bien, qui s'adresse à des électorats choisis, qui l'anime. Là aussi, on peut penser tout ce qu'on veut, mais c'est efficace. Et moi, je le combats, mais je veux dire... C'est comme ça. À partir de là, le risque, c'est que vous ayez les deux polarités qui s'installent et puis que tous les autres soient amenés à être spectateurs. Mais ça, excusez-moi, mais il y a 10 ans, Emmanuel Macron, justement, avait été élu en disant « mais moi, je vais faire barrage aux extrêmes ». 10 ans après, c'est l'inverse.
Est-ce que là, il n'y a pas une part de responsabilité ? Sûrement que les politiques successives ont amené cette situation-là. Mais je crois que c'est pas une situation franco-française. Si vous regardez ce qui se passe en Europe, que se passe-t-il en Italie ? Vous avez Madame Meloni. Que se passe-t-il en Espagne ? Vous avez la montée de Vox. Que se passe-t-il en Grande-Bretagne ? Reform UK. Que se passe-t-il en Allemagne ? L'AfD. C'est-à-dire que partout en Europe, les mêmes causes ont eu les mêmes effets. C'est-à-dire que la situation de l'agriculture, le déclassement sur les territoires, le sentiment, les services publics qui disparaissent, etc., ont créé un ressentiment qui s'est traduit par des radicalités. Et c'est partout en Europe. Une demande de clivage, vous le dites, une demande de radicalité. Est-ce qu'on peut encore être centriste ? Oui, justement, pour essayer de rapprocher non, parce que vous-même, vous les uns et les autres. Voilà, il y a cette demande-là de clivage. Donc On n'est pas condamné à être radical. Je veux dire, justement, il faut garder un peu de bon sens parce que, je veux dire, dans les propositions des uns et des autres, il y a beaucoup de propositions qui peuvent être séductrices, qui peuvent attirer. Mais je vous dis, par exemple, quand j'entends Mme Le Pen qui dit retraite à 60 ans, je ne sais pas comment ça marche, moi. Je veux dire, pourquoi pas 55 ans pendant qu'on y est ? Je veux dire, je ne sais pas comment ça marche. Et vous trouvez l'argent où ? C'est pas un argent magique. Et moi, je vous dis que si Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, par malheur, arrivaient au pouvoir, qu'est-ce qui se passerait ? Ils vous diraient, la situation est tellement terrible, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a trouvé. Eh bien, on n'est pas en mesure de faire ce qu'on a promis, mais vous inquiétez pas, ça reste un objectif. Et évidemment qu'ils ne pourront pas le faire. Évidemment qu'ils ne pourront pas le faire. Donc, on essaie de séduire les électeurs en leur racontant ce qu'ils veulent entendre, mais on sait que ça ne marchera pas. Parce que la situation... On a 3 500 milliards de dettes. Bon, aujourd'hui, on va payer pas loin de 100 milliards d'intérêts de la dette, c'est-à-dire l'équivalent, et même un peu plus que ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Vous vous rendez compte ? Donc, comment on fait ? Je veux dire, vous pouvez promettre tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, encore faut-il que ce soit réalisable. Bon, on fait une loi de programmation militaire, on fait de gros efforts, de très gros efforts pour se mettre à niveau. Parce qu'on n'a pas les moyens, voilà. Bon, il va falloir dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Bon, donc on va emprunter. Hervé Marseille, je vous ai pas posé la question. Et vous alors, une candidature ? Moi ? Ah bah oui. Vous savez, je sais ne pas m'élever au-dessus de ma condition. Je préside un groupe au Sénat qui est important, qui constitue avec les Républicains la majorité. Vous êtes président de l'UDI aussi, hein ? Oui, non mais j'ai mon président d'honneur, Monsieur Borloo, qui fait des choses. Voilà, je sais rester là où je dois être. Et pour l'instant, vous êtes dans le studio d'Europe 1 pour les grands entretiens politiques. Je rappelle que vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, président de l'UDI et président du groupe centriste au Sénat. Donc, bien tiens, on entendra Jean-Luc Mélenchon et Sébastien Lecornu juste avant le journal de 15h. 14h47, à tout de suite avec Lélie Mathias. Vous écoutez Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. Cet été, Europe 1 monte le son avec la compilation Le meilleur du top 50. Revivez la magie de l'émission culte de toute une génération à travers 100 titres de légende. Début de soirée, Whitney Houston, Jean-Pierre Madère, Marc Lavoine, partenaire particulier, le meilleur du top 50. La compilation la plus culte de l'été. Disponible en double vinyle et coffret 5 CD exclusifs avec Europe 1. Renault. Vous préférez acheter une voiture électrique ou une voiture électrique qui vous plaît vraiment ? Bonne nouvelle, le leasing social revient le 16 juillet et Renault s'engage avec ses modèles iconiques comme R5, R4 et Mégane E-Tech assemblés en France, mais aussi nouvelle Twingo. Inscrivez-vous dès maintenant sur Renault.fr pour être les premiers à pouvoir commander. Ne tardez pas, le nombre de bénéficiaires est limité. Sous réserve des modalités gouvernementales leasing social, des véhicules et versions disponibles et conditions d'éligibilité. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Louis de Ragnel, directeur de la rédaction du JD News. Cette semaine, dans le JD News, pédocriminalité, scandale judiciaire, manque de moyens, l'appel d'Alexandre Jardin pour un référendum sur la justice. Et comme chaque semaine, les éditos de Vincent Hervouette, Laurence Ferrari, Michel Onfray et de Philippe Devilliers. Le JD News, votre nouvel hebdomadaire 2,20 € chaque mercredi en kiosque et le dimanche dans le JDD. Leclerc, bonjour.
Vos glaces nuit à moins 60% sur le deuxième, j'ai pas pu résister. Je suis sûr que dans mon horoscope, il y avait aujourd'hui manger une bonne glace. Ah, vous êtes quel signe? Gourmand ascendant pingouin, pourquoi? Je comprends mieux. Jusqu'au 20 juin, pour l'achat d'un paquet de 4 bâtonnets glacés, amandes et vanille de Java ou autre variété nuit, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Autre variété indiquée en magasin. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. 13h, 15h, Europe 1 Info. Bientôt 3h-10 sur Europe 1, vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous Clélie Mathias et votre invité Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, président de l'UDI et président du groupe Union Centriste au Sénat. Hervé Marseille, je voulais revenir avec vous sur différentes polémiques de la France insoumise cette semaine. Il y a eu déjà Bali Bagayoko qui a estimé que siffler la Marseillaise était le droit d'une réplique populaire. Et puis il y a aussi ce concert prévu Place de la République à Paris dimanche soir lors de la fête de la musique. Ce concert qui a été interdit par la préfecture de police de Paris puisqu'il estime qu'il y a un potentiel trouble à l'ordre public. Mensonge, dit LFI, qui a évidemment fait des recours, et cette décision en tout cas de cette interdiction n'a pas manqué de faire réagir Jean-Luc Mélenchon, que l'on écoute. On a alerté la préfecture de police au mois d'avril et ensuite on a redemandé à 6 reprises à rencontrer le préfet de police pour discuter avec lui, parce qu'on reconnaît que c'est pas rien. Nous on a l'habitude, on en est au 4e ou 5e meeting qu'on fait place de la République. Et voilà que ce gars, monsieur Arfi, le lundi dit « Il me semble que c'est légal, mais est-ce que c'est pertinent pour la démocratie ?» Car bien sûr, monsieur Arfi est le parangon de la démocratie. Le maire du centre de Paris dit la même chose. Et aussitôt, on entend un bruit au fond, là, c'est un claquement de talons. Clac, c'est le préfet de police. Donc nous, on demande 6 fois, parle avec lui, pas de réponse. Mais monsieur Arfi, ça compte. Alors je précise que cet événement devait accueillir notamment le comité Adama, sa fondatrice Assa Traoré et les rappeurs Medine et Soso Manès. Hervé Marseille, la préfecture de police de Paris, a-t-elle eu raison d'interdire ce concert ? Oui, le préfet de police de Paris a eu raison d'interdire ce concert. Je veux dire, la France insoumise a pour... j'allais dire slogan, il est interdit d'interdire. C'est-à-dire il se donne l'autorisation de tout dire, de tout faire, et dès qu'on a la moindre observation, il s'indigne. Bon, ça peut pas continuer comme ça. Voilà des gens, enfin, monsieur Medine, moi c'est pas mon genre de beauté, je respecte, je veux dire, sa musique, je sais pas qui l'écoute, mais enfin, ce sont des chansons avec des paroles qui sont quand même extrêmement contestables concernant la police, c'est homophobe, moi je veux bien qu'il soit pro-palestinien, mais enfin, et je veux dire, le comité Adama Traoré, on connaît, je veux dire, tout ça est susceptible de créer des troubles. On peut pas continuer à laisser dire tout et n'importe quoi et laisser faire tout et n'importe quoi. Si le préfet de police a interdit, c'est qu'il y avait des risques de troubles à l'ordre public, et la France insoumise, il faut qu'elle se calme et qu'elle ait d'autres comportements que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez entendu, il s'en prend aussi à Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et il dit, un peu plus tard, c'est un machin d'extrême droite où tous les ans, tous les ministres défilent pour aller bouffer. Je cite. Oui, mais enfin, je veux dire, on sait que LFI a des comportements antisémites et tous les clichés sont bons. Tous les clichés sont bons. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, comme son nom l'indique, c'est une institution qui défend la communauté juive, qui parle en son nom. Et chaque année, il y a effectivement une grande manifestation où le président de la République ou le Premier ministre et de nombreuses personnalités sont présentes pour faire le point. Bon, alors, LFI a fait commerce maintenant de s'en prendre à la communauté juive. Bon, tout y est bon. Ils font un concert avec Medine et hop, ils parlent du CRIF. Expliquez-moi, qu'est-ce que ça vient voir là-dedans ? À chaque fois, il y a une allusion, il y a toujours quelque chose. C'est soit la police qui tue, soit les juifs qui sont je ne sais où, il y a le complot, quoi. Voilà, on est revenu au complot judéo-chrétien. Bon, maçonnique, pardon. Je veux dire, ça peut pas durer comme ça. Hervé Marseille, une autre polémique, vous le savez, il y a eu celle de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, qui a appelé à siffler la Marseillaise. Il a dit que c'était le droit à une réplique populaire. Alors il s'est défendu de toute incitation. Il a dit expliquer un phénomène n'a jamais signifié l'encourager. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Non, mais c'est honteux, quoi. Je veux dire, vous regardez les manifestations sportives, dans toutes les manifestations sportives du monde, aux Jeux Olympiques, enfin, on écoute et on respecte, tous les pays du monde respectent l'hymne, ils respectent leur hymne et ils respectent l'hymne du voisin. Je veux dire, vous allez dans n'importe quel pays, on respecte l'hymne national qui est représentatif de l'idée nationale, des valeurs que porte chaque pays. Chez nous, c'est la République, c'est dans la Constitution où on dit que la France a pour hymne national la Marseillaise. Et quand on pense à la Marseillaise, c'est né au moment de la Révolution française, c'est porteur des idées de liberté. Enfin, c'est ce que chantent les gens qui étaient fusillés en 45 ou en 40 pendant la dernière guerre. Enfin, je veux dire, on respecte, on peut penser. Donc pour vous, c'est quoi ? C'est révélateur d'une haine de la France ? Oui, quelque part, c'est ça. Moi, je suis désolé d'entendre des choses pareilles et qu'on donne un blanc-seing à ceux qui sifflent. C'était arrivé il y a quelques années, souvenez-vous, Jacques Chirac était sorti du Stade de France et la Fédération française de foot s'était excusée. On ne peut pas laisser faire ça. Écoutez, Hervé Marseille, à présent, Sébastien Lecornu, puisque le Premier ministre veut instaurer des dépistages de drogue dans les cabinets ministériels, chez les hauts fonctionnaires aussi, et même chez les ministres. Il s'est lui-même soumis à un dépistage. J'ai été le premier à le faire. Pour moi, c'est une question d'exemplarité. C'est une question aussi de vulnérabilité. Les personnes qui prennent des stupéfiants, par définition, sont vulnérables. Je rappelle que dans les cabinets ministériels, les gens sont habilités au secret défense. Donc on ne peut pas se permettre, dans le moment qu'est le nôtre, d'avoir effectivement un certain nombre de vulnérabilités. Il y a de plus en plus de criminalité autour du trafic de drogue, mais trafic d'armes, et malheureusement beaucoup d'assassinats. Et je veux rappeler quand même cette vérité simple, c'est que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de narcotrafic. Et chez les sénateurs alors ? Il y aura des tests ? Est-ce que vous allez vous soumettre à un test ? Écoutez, moi je veux bien, je n'ai jamais touché à quoi que ce soit de ces substances qui au demeurant sont interdites, c'est interdit. Donc moi je veux bien qu'on fasse des contrôles, mais ça commence où, ça s'arrête où ? Parce que je veux dire, on peut en faire à l'entrée du studio, on peut en faire chez les magistrats, et il serait bien d'en faire peut-être chez ceux qui conduisent des bus, surtout quand ils conduisent des enfants le matin, etc. Bon, moi ça me gêne pas, je veux dire pourquoi pas ? D'ailleurs pourquoi maintenant ? Pourquoi uniquement les cabinets ? À quelle fin ? Je me pose beaucoup de questions. Ça ne me gêne pas par principe. Bon, on ne le fait pas pour l'alcool. Il faudrait aussi peut-être le faire pour l'alcool. À mon avis, il y aurait plus de clients. Mais ça ne me pose pas de problème, mais je me demande pourquoi et jusqu'où ça s'arrête, quoi. Est-ce qu'il faut que ça devienne un texte, là encore, et qu'on oblige toutes sortes de professions à être soumis à ce genre de dépistage ? Merci beaucoup, Hervé Marseille.